Amanda Stairs, lettre d'amour sans le dire. Cher monsieur, je vous écris cette lettre, car nous n'avons jamais pu nous dire les choses avec des mots. Je ne parlais pas votre langue, et maintenant que j'en ai appris les rudiments, vous avez quitté la ville. J'ai commencé les leçons de japonais après notre 7e rencontre. C'était en hiver. Les feuilles prenaient la couleur que je prêtais à votre pays. Je voulais vous demander de le décrire afin de vous comprendre avec lui. Lors de mon premier cours, mon professeur m'a fait la courtoisie de ne pas me questionner sur la raison qui me poussait à apprendre le japonais à mon âge. Il m'a simplement demandé s'il y avait une échéance. Je lui ai répondu qu'elle était celle du destin. Onmei, a-t-il dit. Et ce fut le premier mot que m'offrit votre culture. C'est aussi le destin qui m'a mise sur votre route. Pourtant, je le croyais étranger à ma vie. Mon nom est Alice Cendre, mais vous me connaissez sous le nom d'Alice Renoir. Je ne vous ai jamais expliqué cette confusion, car cela ne me semblait pas nécessaire au début, et le temps passant, il eût été étrange de me débaptiser. Plus tard, j'ai pensé que j'avais été stupide, qu'il vous était impossible de me retrouver si jamais vous aussi, vous aviez voulu apprendre mes mots, comme je me saisis des vôtres, et venir me dire ce que je m'apprête à essayer de vous écrire. Je vous supplie d'accorder de l'attention à ces quelques pages. Elles peuvent vous sembler légères par endroits, graves ou impudiques à d'autres. Mais vous comprendrez peu à peu que ma vie en dépend. Je suis entrée dans le salon de thé le 16 octobre de l'an dernier. Je consigne tout dans un carnet, comme une sorte d'almanach qui tient dans ma poche et dessine un rythme à ma vie et au peu d'événements qui la ponctuent. Je me serais souvenue de ce jour sans en avoir rien écrit. Mais je l'ai fait. Sous cette date, il est indiqué le nom du lieu Ukiyo, et j'ai glissé la carte de visite du salon de thé pour être certain de le retrouver. Je sais maintenant que le mot Ukiyo n'existe pas dans mon langage, qu'il veut dire profiter de l'instant, hors du déroulement de la vie, comme une bulle de joie. Il ordonne de savourer le moment, détaché de nos préoccupations à venir et du poids de notre passé. Il était 16 heures quand j'ai poussé la porte. Les enfants de l'école voisine jouaient sous la pluie et sautaient dans les flaques, tandis que d'autres couraient avec leur cartable sur le dos. Sur le mien, je portais une vie qui endolorissait tout mon être, mais je ne le savais pas. J'ai souri. Une jeune femme, que je sais maintenant se prénommer Kyoko, m'a fait m'asseoir juste d'un mouvement des lèvres. J'ai retiré mon manteau et mon bonnet mouillé. Sans que je ne le demande, elle a posé devant moi un petit plateau, sur lequel était disposée une théière noire et une tasse bleu ciel fragile qu'elle a remplie à moitié. Elle a précisé que ce thé provenait de Miyazaki, la ville où je vous adresserai ce courrier au matin. Je ne l'ai pas bu tout de suite. Je me suis contentée d'observer le liquide qui m'a réchauffé. Un Futsumushi Sancha aux feuilles d'un vert intense qui donne un breuvage aux couleurs du soleil qu'on regarde à travers les herbes hautes quand on est adolescent et qu'on se couche dans les prés. J'ai pensé, il faudrait un nom à cette couleur, sans savoir qu'il existait dans votre pays un mot pour qualifier les rayons qui se dispersent dans les feuilles des arbres. Komorebi. Cette teinte qui se diffuse dans le vent et à travers laquelle on voit les choses plus belles. Pourtant, le goût n'est pas aussi limpide et transparent que la robe de ce thé. Il a une densité qui ressemble à de la liqueur. Sa saveur ressemble à du miel adouci par un cacao amer. Pardonnez mon extase et mon souci du détail, mais il est important que vous compreniez que ce jour-là a transformé ma vie. Pas comme un choc, mais plutôt une vague qui s'en revient vers la plage et s'apprête à repartir à l'assaut de l'océan tout entier. Je viens d'un monde
où nous ne goûtions pas aux choses exotiques. Je n'ai jamais voyagé que dans des livres, et c'est ainsi que je suis devenue professeure de français. Sans doute aurais-je mieux fait de choisir le métier d'hôtesse de l'air, de sentir de vrais bras autour de ma taille, d'embrasser des visages d'autres couleurs. Au lieu de cela, je n'ai pas quitté le Nord pendant mes 48 premières années. J'ai imaginé l'amour, les gens et les odeurs. J'ai trouvé l'aventure dans le confort de mon salon, sous une couverture, accrochée aux pages que je ne cessais de tourner. Je vis à Paris depuis 3 ans et je suis toujours effrayée de ne pas y être à ma place. J'ai emménagé ici à la demande de ma fille, qui a épousé un homme riche, et m'a installée dans un appartement confortable, sans doute afin de ne pas avoir à prendre le train pour me rendre visite, et ne pas s'embarrasser d'une mère qui ne répond pas aux exigences de sa nouvelle position sociale. Elle a pensé que je déménageais avec plaisir, tandis que je tentais de satisfaire le sien. J'ai pris une retraite très anticipée, et elle m'a convaincue que j'allais enfin pouvoir écrire mon roman, mais aucune d'entre nous n'y a cru. Cela a toujours été un fantasme. Elle pensait que sa démarche me consolait de son arrivée prématurée dans ma vie, des sacrifices qu'elle avait impliqués, qu'elle me rendait une part de la jeunesse qu'elle s'imagine m'avoir volée. Mais elle est ce que j'ai fait de mieux et de plus beau. Je suis triste qu'elle ne soit pas plus en feu, qu'elle ne soit pas de ces filles qui courent sous la pluie, qui rient, qui pleurent et qui brisent des cœurs, de ces filles qui dansent pieds nus. Je n'ai jamais souhaité qu'elle me rende mon insouciance, mais qu'elle profite de la sienne. Quand j'ai eu fini mon thé, Kyoko m'a fait monter quelques marches et amené jusqu'à une pièce attenante, en disant « Renoir », qu'elle prononçait avec un accent qui m'a d'abord rendu la chose impossible à comprendre. Je pensais qu'elle me demandait de la suivre en japonais. Je n'ai pas osé refuser. Elle insistait. Elle m'a menée dans une pièce plus sombre et nue. Seules 2 branches de cerisier fleuries tenaient dans un vase rectangulaire un plancher de bois et au milieu un grand sol mou comme ceux des salles d'arts martiaux. Sur le côté, un petit banc laqué permettait de poser ses affaires. À son geste, j'ai compris qu'il fallait enlever mes chaussures et j'ai saisi le pyjama bleu marine qu'elle me tendait. J'allais protester, mais elle a refermé la porte avec un sourire. Je me suis dit qu'elle allait me faire un massage et que c'était compris dans la formule avec le thé. Je n'ai pas osé refuser. Je ne me rappelle plus ce que je portais. Sans doute mon pantalon noir un peu trop court et un col roulé gris. Rien qui vaille la peine de s'en souvenir. Jamais je ne m'étais fait masser. Nous n'avions pas beaucoup de moyens et j'ai toujours donné la priorité à d'autres choses. Le corps n'avait pas de place dans nos vies. Nous l'habitions pour nous déplacer, manger, prendre du plaisir honteusement ou recevoir des coups. Mais l'idée qu'il puisse exister en soi ne faisait pas partie de mon éducation. J'ai su que j'étais belle en regardant des photos de moi des années après. Jamais je ne m'étais posé la question et personne n'en parlait. Dans mon monde, on faisait ce qui devait l'être. J'exécutais les mouvements mécaniques de l'existence. J'ai enfilé le pyjama sur ma peau nue. L'averse jouait à un cliquetis musical sur le toit en ardoise. La gouttière pâtait une mesure joyeuse. La pièce de massage était une sorte de maisonnette individuelle, accrochée à la boutique, avec une minuscule fenêtre rectangulaire en hauteur. J'avais une sensation de bout du monde, d'île accrochée au reste de Paris. La pluie qui tombait me berçait. J'étais épuisée, mais je ne m'en parlais jamais. Je tenais bon. Je marchais d'un pas rapide. Ma vie m'empruntait pour faire son temps, plus que je ne la vivais. Il avait fallu que j'entre ici pour que tout me tombe dessus, que j'abandonne ma force et mon courage. Les minutes pendant lesquelles je vous attendais sans le savoir m'ont anéanti. Je ne savais pas si je devais m'allonger à même ce sol mou. Je me suis assise en tailleur dans une torpeur qui me faisait chanceler. Quand vous êtes entré, j'étais presque anesthésiée. Vous vous êtes agenouillé.
Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme me masse. En temps normal, j'aurais protesté. Mais il émanait de vous une douceur mêlée à une autorité. Et j'étais dans un état de faiblesse, le jouet d'une histoire que je n'écrivais pas. Le pyjama me protégeait. Alors, guidée par vos gestes, je me suis allongée sur le dos. Vous avez pris un moment pour joindre vos mains devant votre poitrine, en position de prière, puis incliner lentement le buste vers le sol. Cela m'a rassurée, sans trop savoir pourquoi. Comme si vous quittiez vos habitudes humaines pour vous concentrer uniquement sur mon corps. Et moi, je vous l'abandonnais sous un tissu fragile, alors qu'aucun homme ne l'avait touché depuis tant d'années. Vous avez saisi doucement ma main afin de prendre mon pouls. Aucune émotion ne passait sur votre visage. Froid ? Oui, j'avais froid. J'ai hoché la tête. Fatigue ? Je n'avais jamais été si fatiguée que depuis que je ne travaillais plus. Mais je ne pouvais pas répondre. Je regardais vos doigts soigneusement manucurés, tandis que j'avais négligé mes ongles au vernis écaillé. J'ai eu honte de m'être laissée aller. Tout en moi exprimait l'épuisement. Alors, sans attendre de réponse, vous avez mis vos doigts sur mes paupières pour que je ferme les yeux. Puis vous avez pris mon crâne tout entier dans vos mains. Vous avez très délicatement touché mon cuir chevelu et manipulé tout doucement sa surface, comme pour déplacer des idées dans ma tête ou pour faire ressurgir mes émotions et mes rêves enfouis. Vous avez ensuite placé vos phalanges sur ma nuque et je n'ai pas sursauté comme je le fais à chaque contact physique. Vous avez déplié vos doigts. Les paumes de vos mains, à plat contre ma peau, étaient chaleureuses et ouvertes pour m'exprimer que je ne risquais rien. Elles se sont inscrites sur la courbe de mon cou, comme si elles y étaient attendues et que leur place était là. Puis vous les avez descendues le long de mes épaules sur la matière fragile de la tenue que j'avais enfilée et qui prenait tout son sens. Ce n'était pas une barrière entre nous, c'était un lien. Vous avez immobilisé votre corps entier et m'avez entraîné à fixer ma respiration sur la vôtre. Nous ne pouvions respirer à contretemps. Votre souffle me demandait d'inspirer avec vous, que je sois avec vous. Et dans ce duo d'exhalation, soudain, je n'ai plus été seule, et mes yeux ont laissé couler des larmes. Ce n'était ni du chagrin, ni même une émotion. Je libérais simplement de la vie. Je me remettais en marche. Je pensais être tombée dans un état proche du sommeil, tandis que vous manipuliez mon corps. Ça a duré très longtemps. Et puis, un rien à la fois. Ce qu'il fallait pour m'en aller si loin que je suis revenue à moi. Une renaissance, sans doute, chargée d'histoires qui me dépassent, et neuve pourtant. Vous êtes parti tel un fantôme sans que j'aie eu le temps de vous rendre même un sourire. Quand vous m'avez laissée seule dans la pièce, je me sentais rassasiée et honteuse à la fois, comme doivent l'être les femmes infidèles. Je me suis rhabillée, j'ai réglé Kyoko. Derrière elle, j'ai vu punaiser sur le papier peint Parme sa photo de mariage sur le pont Alexandre III, et j'ai été ravie que vous ne soyez pas dans le smoking de son mari. Cette pointe de jalousie m'a surprise. Je suis sortie sans vous croiser, saisie par le froid qui contrastait avec la chaleur dont vos mains avaient enveloppé mon corps. Je n'ai pas pu dîner, ni réfléchir. Je me suis couchée presque entièrement habillée, seule, comme chaque nuit, mais avec l'empreinte du souvenir de vos poignes douces. Le lendemain, je me suis réveillée décoiffée, mes cheveux ondulés par la transpiration. Je pense avoir fait des rêves érotiques. Mes joues étaient roses, ma bouche mobile, enflée, et mes lèvres gerçaient d'avoir été mordues. Je me suis levée avec le besoin de sentir couler l'eau de la douche longtemps sur ma peau. J'ai honte de le dire, mais ces dernières années, j'attendais de sentir pour me laver. Grâce à vous, mon corps s'est en quelque sorte remis à vivre. Il est devenu plus chaud. Mon sang circule plus vite. Je sens des fourmis dans le bout de mes doigts, telle une résurrection. Au collège Paul-Éluard de Roubaix,
où j'ai enseigné 20 ans, mes élèves disaient que je leur donnais froid. C'est ma fille qui m'a répété cela après une dispute. Marine cachait que j'étais sa mère et les enfants se moquaient de moi devant elle. Nous ne portions pas le même nom de famille. C'est tout ce que son père lui avait laissé, avec le noir de ses yeux. Marine n'invitait jamais personne à la maison. Je n'ai pas pu lui faire de goûter d'anniversaire après le CM2. Il fallait qu'elle cache qu'elle était la fille Cendre, qu'elle se débarrasse du feu éteint qui décrivait notre famille. Mais que disent-ils de moi? Tu peux me le dire. Je suis certaine que ça me fera rire. C'est bien normal de rire de ses professeurs. Ils disent que tu leur donnes froid. Je n'ai jamais compris s'ils pensaient que je n'étais pas chaleureuse, s'ils voyaient mon inconfort ou si je leur faisais peur. Ça m'a rendue encore plus triste. J'étais à leurs yeux une femme novembre, sans les lumières de Noël, les résolutions joyeuses de janvier, ni les dernières clartés d'octobre. Je donnais froid. Dans les couloirs du collège, je sentais bien qu'on ricanait après mon passage. C'était sans doute normal. Les élèves se sont toujours moqués de leurs professeurs, n'est-ce pas? J'aurais voulu être une source d'inspiration pourtant, leur lancer les bouées de sauvetage qui les sortiraient de la tourmente de l'adolescence, leur offrir des poèmes comme amis, souligner chaque ligne des œuvres qui les aideraient à traverser la vie. Et puis je pensais, j'ai raté la mienne. Quels conseils pourrais-je bien leur donner? Alors je baissais la tête. Je subissais les brimades. Je n'ai pas tout de suite pensé à vous revoir. Cet épisode inattendu de ma vie, sans remous, pouvait en nourrir l'imaginaire sans qu'il ne soit nécessaire de prolonger la réalité. Je l'aurais sûrement caché avec mes souvenirs gênants. J'ai été à l'école chez les sœurs, et ce qui relève du corps est une chose secondaire ou embarrassante. Et puis la vie m'a toujours déçue. Les seconds rendez-vous sont rarement à mon avantage. Pourtant, je suis revenue. Le salon de thé est dans le quartier de ma fille. Elle vit dans une de ces rues chics qui donnent sur le champ de Mars. C'est à une dizaine de minutes à pied de la station La Tour-Maubourg, sur la ligne 8, que je prends pour rentrer chez moi. Le samedi suivant notre première rencontre, veuillez m'excuser d'écrire cela, mais à mes yeux, il s'agissait d'une rencontre plus que d'un massage, et j'espère ne pas être outrancière en l'exprimant ainsi. Ce samedi-là, Marine m'avait invitée à déjeuner chez elle. Son mari avait convié ses parents. Je suis toujours très gênée de faire partie de ces réunions de famille. Je sens que je n'y ai pas ma place, et qu'on ne me pose des questions que par politesse. C'est pourquoi je ne réponds jamais rien d'intéressant. J'ai des choses à dire. Si quelqu'un m'accordait de l'intérêt, je voudrais le surprendre. Je connais la vie grâce à la littérature et des phrases entières de romans par cœur. J'ai parlé devant des classes d'élèves que j'ai réussi à intéresser à Cyrano de Bergerac ou à la princesse de Clèves. J'aimerais un jour vous dire mon amour pour les personnages de tous ces grands livres qui ont été les compagnons de mon existence. Mais personne ne me parle de littérature. On me demande si je me plais à Paris. Je trouve cette formulation étrange et intéressante. Je ne me plais nulle part. J'ai commencé à me plaire dans le miroir des petites toilettes près de la salle de massage, devant lequel je rattachais la médaille de la Vierge à mon cou. Mon visage après vous me plaît. Les parents du mari de ma fille sont plus vieux que moi. Pourtant, ils ont une peau qu'on dirait faite d'une cire luisante. Je pense qu'ils se font injecter du botox. Ils n'osent jamais sourire en entier. Lui a le corps sec. Il n'aime pas manger. Il ne boit pas. Il lit l'actualité avec soin et impose son avis sur tout. Benoît Lavilaine a hérité d'une usine d'acier en banlieue parisienne dans laquelle il semblerait que son corps ait été fabriqué. Son regard a d'ailleurs cette nuance de bleu foncé que le métal acquiert par trempe. Il m'a jugée très vite, pense que je suis une plouque et qu'il perd son temps avec moi. Mais la bienséance lui fait respecter l'usage. Alors il sourit. Il est poli,
et courtois. Sa femme, Catherine, est une jolie dame qui lutte pour ne pas être potelée. Ses attaches sont épaisses, les pores de sa peau aussi. Elle est issue d'un milieu de petits bourgeois de province. Épouser Benoît Lavilaine a été la promotion de sa vie. Catherine refuse qu'on l'appelle Cathy, se sent complètement parisienne et porte des tailleurs chaque jour de la semaine. Je sens bien que malgré la beauté de Marine et ses études brillantes, Catherine aurait espéré mieux pour son fils. Sans doute une fille de bonne famille, comme la fiancée qui l'avait précédée. Marine passe encore, mais moi, je suis une sorte de boulet. Et puis, je suis très jeune, et je vois bien que ça la dérange. Nous n'avons rien en commun. Je ne me suis pas mêlée des préparatifs du mariage. J'ai déjà eu du mal à offrir une robe à ma fille, et aucune de mes suggestions ne trouvait grâce à leurs yeux. Lors des réunions de famille, je me surprends à penser que si vous étiez là, nous nous amuserions. D'un regard, nous nous comprendrions, et nos yeux joueraient entre eux. Sans vous, je me sens comme une intruse. Je m'assieds sur les bords des fauteuils, jamais à ma place. Paris tout entier me donne cette impression. Mais chez ma fille, c'est pire. Je ne vivais qu'à 2 heures de route d'ici, mais c'est comme si j'avais pénétré un autre monde, dans lequel j'ai le sentiment d'être entrée par effraction. Jusqu'à vous, j'étais terne, comme les murs en crépi du salon de mon enfance. Mais soudain, mes quelques rides ont pris un charme fou, et je me découvre. Vous m'avez rendu une vie intérieure peuplée d'êtres humains, et non de héros de romans. Ce déjeuner était joyeux. Le mari de ma fille nous a annoncé qu'elle était enceinte. Elle se contentait de hocher la tête, souriante, et de caresser son ventre. Cela faisait déjà 3 mois et je n'en savais rien. J'aurais souhaité qu'elle m'en parle avant les autres, que nous nous voyions, toutes les deux. Ça me semblait étrange qu'elle ait construit cette forteresse avec son mari et que je sois maintenant dans le clan des autres. Nous ne sommes plus un tout. Ma fille chérie, ma Marine Acquette, ma toute petite fille m'a quittée. Je ne pense pas que ce soit ce qui m'a mise en colère en sortant de chez elle. Cela venait d'ailleurs. À mon âge, j'allais être grand-mère et on me demandait de trouver cela normal. Le rythme de ma vie m'avait mené à l'absence de chair, de lumière, d'espoir. Je me comportais comme une vieille depuis tant d'années qu'on me voyait ainsi. Soudain, une chose en moi refusait de l'admettre. Dans un monde où certaines femmes de mon âge portent encore des enfants, la joie d'être bientôt grand-mère ne semblait pas vouloir arriver à moi. Et c'est sans doute mon subconscient, cette fois, qui, déguisé en hasard, m'a fait passer devant votre salon de thé après ce déjeuner et m'a mené à vous à nouveau, dans un moment suspendu. Ukiyo.